Moi, je pense que ce n'est pas normal que dans ce dossier, personne ne soit responsable de rien. Alban était adorable. C'était vraiment... Et j'ai encore des témoignages en ce sens, c'était vraiment l'homme le plus gentil de la Terre. Moi, ce jour-là, j'étais censée aller chercher mes enfants à l'école. Je reste toujours avec cette idée que mes choix de cette journée-là ont amené cette chronologie, en fait. Le premier expert psychiatre va voir le meurtrier de mon mari plusieurs mois après l'agression. Je pense que c'est important de le savoir. C'est pas possible qu'un an plus tard, il puisse être mis dehors uniquement sur la décision des médecins. Ça, je peux pas l'entendre. Je me sens privée de la vérité parce que je n'ai pas eu plus de 2 heures. Nous, on a eu 2 heures à peu près à la chambre de l'instruction. Moi, j'ai vraiment peur qu'il brise une autre famille comme nous. Bonjour à tous, bienvenue sur VA+. Aujourd'hui, nous recevons Christelle Gervaise. Bonjour madame. Le 10 mai 2022, votre mari, Alban Gervaise, médecin militaire à Marseille, est poignardé par Mohamed L. Il meurt des suites de ses blessures 17 jours plus tard. Le meurtrier de votre mari est déclaré irresponsable pénalement en juin 2025 et devrait être libéré de tout contrôle judiciaire dans quelques jours. Vous avez écrit dans Valeurs Actuelles une lettre directement à Gérald Darmanin à ce sujet. Aujourd'hui, avec vous, nous allons revenir sur ce drame effroyable, ses conséquences et le message que vous voulez dorénavant faire passer à la justice de notre pays. Pour commencer, et j'en suis désolé, mais il faut préciser aussi ça, pour ceux qui regardent la vidéo et qui ne sont pas forcément au courant, votre mari, lorsqu'il est attaqué dans sa voiture, il est devant l'école de vos enfants, et il y a votre fille de 20 mois à ce moment-là, qui est dans le véhicule avec lui. Comment vous apprenez ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous ressentez en fait en apprenant ça? Alors déjà, c'est vrai que l'annonce de l'agression, elle a été un peu difficile parce que c'est le chef d'établissement du collège-lycée, Sévigné, qui m'a appelé à mon domicile. Moi, je m'inquiétais un peu du retard de mon mari et des enfants. Et en fait, il m'a appelé en me demandant de venir rapidement à l'école, sans plus de précision. Et en fait, je pense que mon cerveau a un peu déconnecté tout de suite. J'ai compris que quelque chose de grave se passait et j'ai raccroché en disant « j'arrive ». Et puis, quelques secondes après, je me suis dit « enfin, qu'est-ce qui se passe ?» Et je l'ai rappelé. Et là, je lui ai demandé de me dire vraiment ce qui était en train d'arriver. Et c'est là qu'il m'a dit que c'était une attaque au couteau. Et à ce moment-là, quand vous arrivez, comment ça se passe? Qu'est-ce que vous voyez? Est-ce qu'on vous prend en charge tout de suite? Est-ce qu'il y a des gens qui sont là pour répondre à vos questions, vous rassurer? En fait, je comprends très vite que c'est quelque chose de grave qui vient de se passer. Donc, j'appelle une amie pour qu'elle puisse garder mes enfants dans la soirée si j'en ai besoin. Et c'est sa maman qui va m'amener à l'école. Je ne suis pas en état de conduire. Et je vais voir les policiers au loin. Donc, je vais descendre de la voiture, courir vers les policiers qui vont pas vraiment me donner beaucoup d'informations, juste me dire que mon mari est parti à l'hôpital, on ne sait pas vraiment où. Et ensuite, je vais m'inquiéter forcément pour mes enfants. Et je vais être accueillie par la directrice de l'école qui va m'emmener voir mes enfants qui avaient été mis en sécurité à l'intérieur de l'école. Ma fille avait été extraite du véhicule, puisque l'agression s'est poursuivie plus loin. Ma fille a été extraite du véhicule et elle a été mise en sécurité. Et là, je dois les retrouver et c'est compliqué, quoi. Qu'est-ce que vous leur dites sur le coup? Comment ils sont? C'est une des premières questions que j'ai posées en fait à la directrice de l'école. Je lui ai dit mais qu'est-ce que je peux leur dire dans cette situation? Moi, j'allais partir rejoindre mon mari en réanimation. Je savais que c'était gravissime. Je savais que son état était vraiment... Oui, plus ça avançait, plus ça se précisait. Je savais que ça allait être très compliqué et je ne peux pas leur dire que papa est potentiellement en train de mourir effilé à l'hôpital. Donc je leur ai juste dit que papa avait eu un grave accident devant l'école et qu'ils allaient repartir donc, avec la maman de mon ami et que moi, j'allais aller essayer d'aider papa à l'hôpital. Et alors, que ce soit au moment où vous arrivez à l'hôpital ou dans les jours qui suivent, parce que du coup, votre mari est placé en réanimation ou dans le coma, je crois, pendant 17 jours avant de malheureusement ne pas survivre. Qu'est-ce qu'on vous dit à ce moment-là? Comment se passent ces 17 jours d'enfer, on suppose? Comment ça se passe? Alors, j'ai des informations vraiment très parcellaires qui arrivent petit à petit sur le côté policier, on va dire, sur ce qui s'est passé vraiment. Par exemple... Je vais mettre quand même du temps à savoir à quoi ma fille a été exposée, combien de temps a duré l'agression, etc. Et après, à côté de ça, il y a tout le volet médical où, honnêtement, on va de mauvaise nouvelle en mauvaise nouvelle. Et la première nuit, on pense que mon mari ne va pas survivre cette première nuit. Puis finalement, il s'accroche. Mais c'est vraiment une période qui est très dure, la réanimation, parce que tout peut changer en un instant. Et parfois, j'étais dans sa chambre, on me faisait sortir rapidement en pensant que c'était la toute fin. Et finalement, il se stabilisait. Donc, c'est vraiment une période qui est très dure où moi, je suis complètement coupée du monde. Oui, on rentre dans une sorte de tunnel de... Oui, j'ai aucune notion des jours qui passent. Jour, nuit, je suis complètement perdue. Et moi, vraiment, je peux parler, je peux le dire, mon obsession à ce moment-là, c'est d'être avec mon mari parce que je pense que c'était important pour moi. Je savais qu'il allait malheureusement probablement nous quitter. Et c'était important pour moi d'être avec lui s'il devait partir. Jusqu'au bout... J'avais été absente au moment de l'agression. Je n'avais pas pu l'aider. Je pense que c'était difficile. Et donc, j'ai vraiment
je me suis concentrée sur lui, en fait. Et donc, j'ai mis mes enfants en sécurité à la maison avec des amis et de la famille qui se sont occupés d'eux. J'allais les voir dans la journée, hein, le matin et le soir surtout. Je les couchais, etc. Mais il fallait que je sois avec mon mari, c'était important. Vous dites que vous n'avez pas pu être là pendant l'agression, que vous n'avez pas pu aider. Vous avez eu un sentiment de culpabilité Beaucoup. Ça a été, c'est dur d'en parler, mais ça a été quelque chose à prendre en charge. C'est assez fréquent, la culpabilité dans ce genre de situation. Moi, ce jour-là, j'étais censée aller chercher mes enfants à l'école. Et finalement, l'organisation familiale a fait qu'on a échangé avec mon mari dans la journée et que mon mari y est allé. C'est une culpabilité qui est difficile. Alors, ça s'améliore doucement, mais je reste toujours avec cette idée que mes choix de cette journée-là ont amené cette chronologie, en fait. Donc ça, c'est pas évident à aborder. Vous avez été suivi d'ailleurs, même psychologiquement. Est-ce que la justice, l'hôpital, je ne sais pas, met en place des aides aussi pour les familles justement de ce genre de drame Alors en fait, dans ce type de moment, il y a la cellule d'urgence médico-psychologique qui est déclenchée. Moi, je vais pas les voir le soir même, je vais les voir le lendemain, je crois, la première fois, parce que sur le moment, je réagis comme je peux, mais je tiens bon. Et c'est vrai que le lendemain, je me rends compte de tout ce qui se passe et j'ai un moment d'angoisse vraiment très, très fort. Parce que justement, mon mari vient de se dégrader dans sa chambre. Et donc là, j'ai pris contact, enfin, l'ACUMP a pris contact avec moi, donc la cellule d'urgence médico-psychologique, et depuis, on est suivi parfois tous au même moment, parfois tous sur la même temporalité et parfois non. Vous savez, le deuil, ce n'est pas linéaire en fait, hein. Il y a des avancées et des moments où c'est plus difficile. Là, par exemple, on vit un moment où c'est plus difficile. Oui, parce que c'est ce que vous me disiez. En fait, on est très proche de la date, il y a 4 ans quasiment jour pour jour. Comment ça se passe? Tous les mois de mai sont particuliers. Comment vous vivez ces moments? Alors, c'est vrai que le mois de mai, depuis ce qui s'est passé, ça reste une épreuve dans l'épreuve, honnêtement. Le 10 mai, moi, je ressasse la journée du 10 mai où mon mari a été agressé, où vraiment, horaire par horaire, je me rappelle de ce qui s'est passé. Ensuite, il y a toute la période de réanimation où je me souviens de ce qu'a vécu Albert en réanimation, parce que, certes, l'agression a été d'une extrême violence, mais la réanimation, c'est aussi terrible de voir son proche autant abîmé par ce qui s'est passé, souffrir autant en réanimation, même s'il était dans le coma, je voyais bien ces paramètres qui étaient quand même très difficiles. Donc c'est vraiment... Ces 17 jours sont difficiles et le 26 mai, je ne vais pas vous mentir, jusqu'à l'heure du décès, en toute fin de journée, ça reste vraiment une épreuve dans l'épreuve, j'insiste sur cette expression. Et ensuite, le lendemain, je retourne dans ma vie qui est difficile, mais qui est un petit peu plus stabilisée, on va dire. Oui, d'accord. Mais parce que justement, quand malheureusement il finit par s'éteindre, à ce moment-là, vous vous retrouvez en famille, comment se passent les jours qui suivent, avec l'enchaînement aussi, même médiatique en partie, hein, à ce moment-là, comment tout ça aussi se met en place, se vit comme moment? C'est difficile parce que on sait pas comment réagir dans ce genre de situation et c'est tellement improbable qu'on n'a pas on n'y est pas préparé on du n'a tout, pas on n'a aucune préparation, on peut pas se préparer à ça. Donc moi en fait quand mon mari va nous quitter le 26 au soir, je vais rester un petit peu avec lui, je vais vider sa chambre en réanimation, je vais rentrer chez moi, mes enfants sont déjà couchés. Je vais attendre minuit et quelques avant d'aller me coucher. Je voulais que cette journée du 26 mai terrible se termine. Et le lendemain, il va falloir annoncer la nouvelle à mes enfants. Et ça, là, c'est le début d'une deuxième vie on sent que ça va être difficile. Donc il a fallu l'annoncer à mes enfants. Et puis les enfants, finalement, vont mal prendre la nouvelle, mais petit à petit vont retourner jouer dans leur salle de jeu. Et là, moi, depuis ce jour-là, ma priorité, c'est que mes enfants soient heureux malgré tout, malgré notre vie difficile. C'est vraiment ma priorité. Donc ça va rester ma boussole depuis le 27 mai 2022. C'est aussi eux qui vous font tenir, entre guillemets. Ouais. J'ai une chance inouïe qu'ils soient là et ça me donne vraiment un cap en fait. Et je suis désolé pour cette question, mais je pense que c'est important aussi pour mieux comprendre aussi ce que vous avez vécu, ce que vous vivez tous les jours. C'est en fait, qui était Alban en fait? Comment il était qui était cet homme qu'on voit aujourd'hui comme une victime d'agression, mais qui a été quelqu'un, qui a eu sa vie, qui a eu ses sentiments. Comment il était? J'ai eu une chance inouïe de rencontrer Alban. Alors, je vais être émue quand je vais en parler. Mais moi, j'ai rencontré Alban en 2009. J'étais étudiante en médecine en stage à l'hôpital et lui était interne. Et ça a été une évidence en fait. Et Alban et moi, on a eu une vie magnifique ensemble. Alban était adorable. C'était vraiment
Et j'ai encore des témoignages en ce sens, c'était vraiment l'homme le plus gentil de la Terre. Enfin, on dit souvent ça, mais j'ai encore des gens qui m'écrivent 4 ans plus tard pour me dire je me rappelle d'Alban, sa gentillesse m'a marqué, je ne l'avais pas eu depuis 10 ans par exemple, mais je me souviens de lui comme vraiment une personne d'une bonté incroyable. C'était un papa extraordinaire. Et mes enfants ont eu beaucoup de chance d'avoir ce papa. C'était un mari exemplaire et un médecin brillantissime. Vraiment, moi, c'est ce qui m'a marqué quand je l'ai rencontré parce que c'était mon interne. Et j'ai été impressionnée de ses compétences et de son humilité, en fait. C'est-à-dire qu'il était brillant, mais toujours discret. Voilà. Lui, je pense qu'il a aucune idée... Enfin, il n'avait aucune idée qu'on allait parler de lui un jour. Vous voyez ce que je veux dire ? C'était quelqu'un qui aimait être avec sa famille, faire son métier, et très discrètement et très pudiquement, presque. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'avec votre famille, je ne sais pas, vous avez, j'en sais rien, un rituel, quelque chose, enfin, une manière de se rappeler de lui tous les jours, de continuer à vivre avec lui, en fait, d'une certaine manière est-ce qu'il y a quelque chose, voilà, que vous essayez vraiment de donner de lui à vos enfants tous les jours en particulier ? Déjà, je tiens à ce qu'on continue à parler d'Alban, parce que parfois, en cas de décès, les gens autour n'osent plus trop parler de la personne pour ne pas blesser. Il y a un peu un tabou. Voilà. Et moi, je tiens vraiment à ce qu'on continue de parler d'Alban, parce que certes, Alban n'est plus avec nous aujourd'hui, mais il a existé, il a eu 3 enfants merveilleux qui sont toujours là et qui ont besoin de savoir qui est leur papa. C'est compliqué aussi quand on élève 3 enfants qui ont perdu leur papa si jeune, parce ils étaient très jeunes. Voilà, ma fille avait 20 mois la dernière, mon deuxième avait 3 ans et mon grand avait 7 ans. Et donc les souvenirs ne sont pas les mêmes pour les 3 enfants, mais en plus, petit à petit avec le temps, vont s'effacer. Donc moi, je tiens vraiment à ce qu'ils connaissent leur papa, donc je leur parle beaucoup de lui. Et c'est vrai qu'on a un petit coin à la maison en mémoire de mon mari avec une photo, et puis mes enfants, ils déposent un cadeau de fête des pères, par exemple, chaque année, une petite carte, un dessin, quelque chose comme ça. Et comment, d'ailleurs, votre fille, parce que, à 20 mois, alors je ne sais pas exactement comment ça se passe en termes de souvenirs, de ce qu'on ressent exactement, on est très jeune, évidemment, mais comment elle a réagi, vécu après, en ayant vu l'agression de son père, avec ses yeux innocents d'enfant, est-ce que ça l'a marqué ? Comment elle a avancé là-dedans ? Alors, au début, on avait plutôt l'information par la police, par l'enquête, que ma fille n'avait pas vu grand-chose parce qu'elle était en siège auto, vous savez, dos à la route, et que mon mari était à l'avant. Finalement, l'enquête a montré qu'il y avait des traces de sang sur la portière de ma fille, et donc elle avait été exposée bien plus que ce qu'on le pensait. C'est vrai qu'il y a eu quand même au départ des marques physiques du stress, en fait, avec de l'eczéma, etc., très rapidement. Et petit à petit, elle a commencé quand même à avoir des sortes de reviviscences, vous voyez, où elle a, par exemple, plusieurs fois crié sans raison. Une sorte de terreur. Non, plutôt comme pour raconter ce qu'elle avait entendu, en fait. Ensuite, et puis petit à petit, avec la parole, parce qu'elle avait 20 mois à l'époque, elle ne parlait pas vraiment encore, elle disait à peine papa, maman et quelques mots. Et petit à petit, elle a commencé à plus raconter. Et c'est vrai que là, il y a quelques mois, elle m'a parlé du couteau en donnant la bonne couleur. Elle a parlé de la couleur du t-shirt du meurtrier d'Alban. Et là, quand je lui ai annoncé la libération, donc effectivement, elle m'a dit qu'elle se souvenait de lui, qu'il était très très grand. Donc elle a quand même des images. On comprend qu'il y a eu, oui, d'accord. Et c'est quelque chose elle a peur au quotidien, ou ça l'a pas non plus parce qu'il y a un risque, je pense, pour un enfant d'être un peu bloqué dans une sorte de crainte, où elle est quand même, elle arrive à avoir une vie normale, à s'amuser, enfin je veux dire Alors, elle grandit bien, elle joue bien, à l'école ça se passe bien. Après, c'est sûr que c'est une petite fille qui tous les enfants sont attachés à leurs parents, mais alors, moi, ma fille, elle est très inquiète quand je m'en vais. Les séparations sont encore difficiles, les endormissements. Là, par exemple, de nouveau, je dois l'endormir le soir, alors que ça allait un petit peu mieux. Donc oui, c'est quand même une petite fille où on sent qu'elle est inquiète, mais elle est aussi très résiliente. Parce que du coup, pour votre famille, au-delà du drame humain, dont on perçoit aujourd'hui vraiment l'ampleur, qui vraiment, on ne peut pas imaginer vivre ça. Il y a aussi une forme de drame judiciaire, en fait, qui se rajoute à votre douleur, parce que voilà, donc en juin 2025, Mohamed El, donc l'assassin de votre mari, connu d'ailleurs des services de police pour des affaires liées aux stupéfiants, et ayant fumé du cannabis avant de passer à l'acte, est déclaré pénalement irresponsable, les expertises ayant conclu à une abolition du discernement lié à des troubles psychiatriques. Il n'aura donc jamais de procès, il n'est jamais passé devant la justice. Comment est-ce que, à ce moment-là, vous prenez la nouvelle ? Que vous dit la justice ? On a le droit à une explication ? Comment ça se passe ?
En fait, l'information de la future irresponsabilité pénale, elle arrive un peu progressivement, c'est-à-dire que moi, fin 2000... musique, vous commencez à comprendre on le sent arriver, en fait. Vraiment, fin 2022, je vais être convoquée chez la juge de l'instruction. Et donc, quand j'arrive, elle va me lire les conclusions de la première expertise qui est réalisée quand même plusieurs mois après l'agression. Le premier expert psychiatre va voir le meurtrier de mon mari plusieurs mois après l'agression. Je pense que c'est important de le savoir. Ce n'est pas Pendant ces mois-là, vous avez très peu de nouvelles de la justice. Je vais apprendre, en fait, parce que ça sort dans la presse, je vais apprendre qu'il a été placé en unité maladie difficile courant août. Donc, il a agressé mon mari en mai. Courant août, il est en unité maladie difficile. Et en janvier, on a la première expertise abolition du discernement. Il y en aura plusieurs sur les années d'instruction. Mais on sent quand même qu'il y a un changement de direction de l'instruction à ce moment-là. Et ensuite, on a le droit de passer devant la chambre de l'instruction. Donc, on n'a pas de procès, on passe devant la chambre de l'instruction. Nous, ça a dû durer 2 heures. C'était donc l'année dernière, le 29 avril. Et la chambre de l'instruction va écouter les experts psychiatres, interroger très sommairement le mis en cause. Et elle nous a rendu son jugement fin juin 2025. Et où là, ça tombe, il n'y aura pas de procès, quoi. Irresponsabilité pénale. Donc moi, je suis accompagnée par Maître Bonichot pour faire un pourvoi en cassation. Alors, je ne rentre pas dans les détails parce que sur le plan judiciaire, c'est compliqué. Mais en tout cas, je suis accompagnée par Maître Bonichot pour un pourvoi en cassation par rapport à ce dossier, notamment la question la question de l'éloignement qu'on voudrait systématique. En fait, on voudrait que dans ce genre de dossier, il y ait un éloignement systématique hors du département pour ce type d'individu. Parce que là, aujourd'hui, il n'a pas le droit d'être proche de votre famille. D'entrer en contact avec les parties civiles. Et c'est tout. Et il n'a pas le droit de porter une arme pendant 20 ans. D'accord. Ça, c'est en gros la peine qu'il a, quoi, oui. Concrètement. On est sur quelque chose quand même de très très léger pour un meurtre. Déjà, voilà, puis surtout, il sort, là, ça fait moins d'1 an qu'on a eu le jugement de la chambre d'instruction. Nous, on l'a eu fin juin, le jugement de la chambre d'instruction. Donc, irresponsabilité pénale, on sort de la sphère judiciaire, en fait, à ce moment-là. C'est terminé, le volet judiciaire est terminé, on passe sur un volet médical où on n'a plus trop d'informations. J'avais obtenu de la chambre d'instruction d'être mise au courant de sa sortie. D'accord. C'est pour ça qu'il y a quelques jours, mon avocat a été prévenu par le parquet qu'il allait sortir d'hospitalisation complète. Oui, parce qu'il passera en hôpital de jour, donc il peut rentrer chez lui le soir. Enfin, le soir, il est libre, en gros. Et les week-ends. Et le week-end. Intégralement. Oui. D'accord. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui est mis en place pour être sûr qu'il revient bien à l'hôpital la journée, qu'il ne peut pas aller où il veut, enfin, qu'il y a quand même quelque chose qui assure un contrôle? Alors moi, c'est une question que j'ai plusieurs fois posée parce que comme je m'inquiète d'un risque de rupture de soins et donc potentiellement de récidive, j'ai voulu savoir comment le retrouver. À la chambre de l'instruction, les experts psychiatres ont été interrogés sur cette question par mes avocats. La réponse, c'était s'il ne vient pas prendre son traitement, évidemment qu'on va aller le chercher. Quand mon avocat a demandé « mais comment vous le retrouvez ?» Là, on a un silence radio, en fait. Et moi, je voudrais que sur ce type de questions, on ait une procédure très claire. On ne peut pas accepter que quelqu'un qui est déjà passé à l'acte, qui a une pathologie instable, qui peut se réexposer au cannabis de nouveau, ce qui favoriserait une nouvelle bouffée délirante aiguë, puisse disparaître dans la nature sans qu'on le retrouve en peu de temps, finalement. Il faut peu de temps pour tuer quelqu'un. Malheureusement, mon mari, ça a été quelques minutes qui ont suffi à le tuer. On ne peut pas se permettre de mettre 3 jours à le retrouver. Et il n'y a pas eu de procès, du coup, mais est-ce que vous avez eu un peu des explications quand même sur ce qui s'est passé? Imaginons qu'il y aurait eu le procès. Est-ce que vous pouvez vous dire qu'il aurait été condamné de telle manière? Il y a eu, à un moment donné, on parle pas mal du fait qu'il serait venu faire du repérage devant l'école quelques jours avant. On parle d'une tentative 1 heure avant auprès de quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement ce jour-là? Et comment, s'il y a préméditation, et semble-t-il qu'il y en a, comment on peut dire qu'il est responsable aussi? Parce que quand c'est prémédité, il y a quand même une réflexion, il y a un moment donné où c'est organisé. Le problème, c'est que ça, on n'a pas pu avoir de réponse sur ces points-là. En fait, puisqu'on n'a pas le droit à un procès, j'entends souvent, mais faire un procès pour quelqu'un qui ensuite va être déclaré irresponsable sur le plan pénal, ça n'a pas d'intérêt. Mais si, on pourrait interroger tous les témoins, on aurait pu interroger sa famille sur la chronologie des derniers jours. Effectivement, c'est pas une rumeur, hein. Il a été vu le vendredi devant l'école, il a été authentifié par une témoin sur des photos, donc il est vu le vendredi, et effectivement, il voit un médecin le lundi matin, et le mardi, il revient donc devant une première école à quelques mètres de Sévigné, il monte dans le véhicule de l'enseignante qui, elle, va pouvoir se sauver. Et ensuite, il va descendre vers l'école de mes enfants où là, il va monter dans le véhicule de mon mari qui n'aura pas la chance de pouvoir se sauver. Donc, c'est une vraie question, en fait. Moi, je me sens privée de la vérité parce que je n'ai pas eu plus de 2 heures. Nous, on a eu 2 heures à peu près à la chambre de l'instruction. Alors, c'est plus, à un moment, on n'avait même pas la chambre de l'instruction dans ce type de dossier. Mais 2 heures pour accéder à la vérité, c'est impossible. Et moi, j'ai toute une vie à vivre avec des questions, finalement, maintenant. Oui, l'absence de procès, ça vous a enlevé, en fait, le fait de pouvoir comprendre. Ça complique presque le deuil. Enfin,
qu'est-ce que, même vos enfants, en fait, comment ils vivent le fait qu'il n'y ait pas de sentiment de justice, en fait, qui ait été rendu pour votre famille, pour votre souffrance? Pour mes enfants, c'est presque impossible à comprendre. Quand j'ai expliqué à mes enfants que ce monsieur n'irait pas en prison, mais qu'il allait aller à l'hôpital, ils ont pu le comprendre. Parce que moi, c'est ce que je dis toujours. Je peux entendre que cette personne ait besoin de soins médicaux pour ne plus faire de passage à l'acte. Ça, vous le comprenez. Ça, je l'entends tout à fait. Et qu'on me dise, il n'est pas apte à la prison, pourquoi pas? Mais dans ce cas-là, qu'on me propose quelque chose, pas juste 1 an d'hôpital après le jugement. C'est impossible à entendre. Et mes enfants, ça l'ont compris aussi qu'ils pouvaient avoir besoin de soins. Par contre, aujourd'hui, une sortie si précoce, 4 ans tout pile après les faits, ça, pour mes enfants, c'est absolument inentendable. Oui, ça, vous avez dû leur dire il y a quelques jours, en fait, le meurtrier de papa va sortir. Je leur ai dit, effectivement, parce que comme je voulais prendre position sur la question, je préfère qu'ils apprennent ce type de mauvaises nouvelles par moi que par quelqu'un d'autre. Toujours... il faut que je veille quand même à leur anxiété. Voilà. Après, je leur ai menti, je leur ai dit que l'individu en question n'avait pas le droit de venir à Marseille. Ce qui est faux, il a juste interdiction d'entrer en contact avec moi, mais je ne pouvais pas imaginer qu'ils aient peur de le croiser à chaque coin de rue. Ils en ont peur de ça aujourd'hui? Encore, oui, c'est vrai que on a quitté Marseille le premier week-end où on a appris la sortie. On avait besoin, je leur ai annoncé, puis on avait besoin de se changer les idées. Comme j'avais dit à mon fils qu'il n'avait pas le droit de venir à Marseille, dès qu'on a quitté la ville, il m'a dit « Mais enfin, ça y est, il peut venir ici, en fait. Là, par contre, il a le droit de venir. » Donc, je lui ai dit que « Mais non, pas du tout, il est très bien surveillé. » Je suis obligée de les rassurer. Oui. On ne peut pas vivre à cet âge-là avec le traumatisme de l'agression au couteau de leur père. Même s'ils ne savent pas tout ce qui s'est passé, ils savent quand même que c'est une agression très violente au couteau. C'est déjà difficile. En plus, aujourd'hui, vivre en se disant « Il est peut-être dehors, il est peut-être encore au coin de la rue », c'est impossible pour eux. Et la police, en apprenant qu'il allait, quand vous avez appris qu'il allait bientôt sortir, est-ce que la police, quelque chose vous a prévenu de mesures à prendre éventuellement, de quelque chose à mis en place pour votre sécurité? Enfin, on ne sait pas dans quel état il est, lui. Je pense que justement, sur ce genre de questions, il faudrait qu'il y ait une procédure très Il n'y claire. a rien pour le moment. Il n'y a rien. On vous prévient juste qu'il sort. Oui. Et genre, débrouillez-vous, quoi. Mais je suppose que ce qui est prévu, c'est que s'il ne se présente pas en soins, il soit recherché. Mais moi, je voudrais qu'on trouve un moyen de le retrouver facilement. Pas juste qu'on dise on ira le chercher. C'est trop facile. Parce qu'il n'a même pas de bracelet électronique, il n'a rien. Il n'y a pas de bracelet électronique, non. Non, il est sorti du volet judiciaire. Donc il a moins que quelqu'un qui est condamné pour trafic de stupéfiants. Lui, il est sorti du volet judiciaire. Il n'a pas été condamné à part à une mesure de sûreté, pas d'armes et ne pas entrer en contact avec moi. Mais il n'y a pas de condamnation. Donc en fait, là, qui est responsable de... Enfin, qui s'occupe de lui aujourd'hui, c'est la médecine, ce n'est plus la justice. Puis même pas d'armes, c'est-à-dire qu'on lui dit qu'il n'a pas le droit d'avoir une arme, mais le temps de vérifier qu'il n'en a vraiment pas, pareil, il n'y a pas de... Et puis surtout, est-ce qu'on peut vraiment se fier à quelqu'un qui a tué mon mari comme ça? D'autant que, vous voyez, à l'époque, il a tué mon mari avec un couteau suisse, et on m'avait dit que ce n'était pas prémédité, parce qu'un couteau suisse... Tout le monde en a, quoi. Oui, c'est facile à avoir dans la poche, tout le monde en a un. Bon, c'est quand même surprenant. Donc cette question... Et puis apparemment, c'est pendant 20 ans qu'il y a une interdiction d'entrer en contact et de porter une arme, et il a 27 ans, donc... Oui, c'est-à-dire qu'à 50 ans, il a le droit de... Là, ce sera légal, quoi. Par contre, si j'ai bien compris, en cas de... S'il le trahit, en fait, s'il va au-delà de ces mesures de sûreté, là, il pourrait être emprisonné. Emprisonné. Ce qui est surprenant, puisqu'il ne peut pas aller en prison pour le meurtre. Enfin, vous voyez, c'est pas clair, en fait. Il y a quelque chose de pas du tout logique. C'est pour ça que moi, je demande qu'on se pose calmement et qu'on réfléchisse à tout ça. Il y a trop d'incohérences et il faut juste se poser, réfléchir ce qui est fait dans les autres pays, par exemple, prendre les bonnes idées qu'on pourrait... Justement, il y a pas mal de Français et même d'avocats en fait, spécialisés dans ces affaires qui font un parallèle entre l'assassinat de votre mari et l'affaire Sarah Halimi, qui est un meurtre antisémite donc, de cette femme en 2017 par Kobili Traoré, meurtrier en fait, sous l'emprise d'une consommation massive de cannabis qui avait déclenché, la même chose que pour Mohamed, une bouffée délirante aiguë. Et il a été déclaré pénalement irresponsable. Ça avait choqué aussi l'opinion publique à ce moment-là. Est-ce que vous comprenez ce parallèle? Est-ce que vous identifiez aussi à ça? Il y a des similitudes en tout cas pour vous? C'est toujours difficile de comparer son dossier à un autre parce que moi, je n'ai pas consulté le dossier en question. Par contre, là où on peut s'interroger, c'est effectivement cette prise de toxique, ce passage à l'acte. Moi, j'ai du mal à me dire que le passage à l'acte la tentative de passage à l'acte devant 2 écoles, ce n'est pas ciblé le jour de l'agression de mon mari. Et ça, il n'a pas été interrogé sur ce point-là. Donc, on pourra quand même se poser cette question du choix, finalement, dans le passage à l'acte. Et puis, finalement, si j'ai bien compris, après ce dossier, il y a eu une évolution, entre guillemets, de la loi avec la prise en compte du cannabis. Mais cette loi, elle est inapplicable, en fait. Moi, le meurtrier de mon mari, il est positif au cannabis. Il n'a pas été inquiété à ce sujet. D'accord, on annonce ça... Pourquoi? Parce qu'il n'a pas dit « j'ai pris du cannabis pour passer à l'acte ».
Oui, ça, il va évidemment pas le dire. Mais voilà, c'est ce que je dis toujours. Et on en parle avec Maître Bonichot, mon avocat, justement, pour faire évoluer ce point. C'est trop restrictif, en fait. Je suis désolée, on prend sa voiture alcoolisée, on commet quelque chose de terrible, on est condamné avec un facteur aggravant. Pourquoi le meurtrier de mon mari est positif au cannabis? On le sait, le cannabis favorise les bouffées délirantes aiguës. Alors, il y a plein de facteurs qui interviennent, mais ça participe. Et lui n'est pas inquiété, je ne peux pas l'entendre, ça. Vous êtes probablement, avec évidemment toute cette histoire, renseigné probablement sur justement comment on déclare quelqu'un irresponsable pénalement au niveau psychiatrique. Comment ça se passe en fait? C'est-à-dire qu'il y a des psys qui posent des questions, c'est juste sur des déclarations, il y a quelque chose de plus scientifique? Comment ça... Alors déjà, moi, le premier point qui m'interpelle, c'est que, comme je vous le disais, les expertises psychiatriques arrivent très tard. Moi, il a été vu 4 mois, je crois que c'était mai l'agression, je crois qu'il a été vu en octobre pour la première expertise. D'accord. On peut quand même s'étonner de ce délai qui est très long. Comment revenir sur ce qui s'est... Ils vont consulter aussi le dossier pénitentiaire, le dossier médical. Mais c'est sûr, on n'est pas sur une pathologie qui se diagnostique sur un scanner ou sur une prise de sang. On est forcément sur du comportemental. Et moi, je garde en tête quand même cette question d'une éventuelle simulation, ce qui avait d'ailleurs été évoqué par l'expert psychologue, qui n'est pas venu devant la chambre de l'instruction, qui n'a pas été appelé à témoigner. On n'a pas pu l'interroger sur ce point-là. D'accord. Parce que lui, il disait qu'il y a une possibilité de manipulation. Il avait dit, je me suis posé la question d'une simulation visant à éviter une condamnation pénale. J'aurais bien aimé, moi, qu'on puisse creuser sur ce sujet, en fait. Sauf que vraiment, j'ai l'impression qu'une fois l'abolition du discernement enclenchée, c'est quand même compliqué. Et est-ce que vous en voulez, en fait, à ces psychiatres qui ont déclaré irresponsables, l'irresponsabilité, pardon? Dans l'absolu, c'est pas que je leur en veux, c'est que moi, je pense que ce n'est pas normal que dans ce dossier, personne ne soit responsable de rien. En fait, les experts psychiatres qui vont parler d'abolition dans leurs expertises, pendant l'instruction, vont dire « Moi, je dis juste qu'il a une abolition du discernement ». Les juges vont dire « Mais moi, je ne peux pas le condamner puisque les psychiatres me disent qu'il y a une abolition du discernement ». Donc, tout le monde se renvoie un petit peu la balle, finalement. Et moi, où je m'interroge aussi, c'est au-delà des experts psychiatres qui font les expertises pendant l'instruction, c'est ceux qui permettent aujourd'hui sa sortie. Est-ce qu'ils engagent leur responsabilité? Apparemment pas. Et ça, je ne peux pas l'entendre. Mais donc là, si demain, Mohamed El recommence, quelque part, j'en sais rien, un coup de folie avec un médecin, personne n'est responsable? Alors, j'ai posé la question, et apparemment, non, c'est comme pour les magistrats, il n'y a pas d'engagement de la responsabilité. Ça repart à zéro, comme si personne n'avait eu la possibilité d'empêcher ça. Et malheureusement, on l'a déjà vu. Je me permets d'en parler parce que je lui ai demandé l'autorisation. J'échange avec une famille dont le proche a été tué en 2025. Le meurtrier de leurs proches avait déjà commis un meurtre en 2015, déclaré irresponsable en 2017, et il tue ce monsieur en 2025. Donc quand je parle de récidive, je ne parle pas juste d'une angoisse, ça existe en fait. Vraiment, vous savez si le deuxième meurtre de cet homme dont vous parlez est à nouveau considéré irresponsable, ou là on ne sait pas encore pour le coup? Je pense que 2025 c'est trop court, mais oui. Honnêtement, ça m'étonnerait qu'on parte sur un autre dossier, mais là c'est trop court, je ne pense pas qu'il soit passé encore devant la chambre d'instruction. Mais donc oui, donc il y a cette preuve en tout cas que ça arrive, alors peut-être pas à chaque fois en effet, je ne sais pas s'il y a des pourcentages qui sont donnés sur les risques de récidive, parfois ils font ça, mais en tout cas donc cet homme, comme vous dites, a recommencé, donc à peu près 10 ans après. Oui. Là il y a un risque énorme en fait, surtout quand on parle de la bouffée délirante aiguë, en termes un peu flou je trouve, mais c'est vraiment d'un seul coup on devient parano en gros, et on part en live, et du coup c'est bon. On n'est plus responsable, en fait. Quand on regarde les statistiques de la bouffée délirante aiguë, ce qu'on apprenait en médecine, c'était bouffée délirante aiguë. Ensuite, c'est un tiers de récidive de bouffée délirante aiguë isolée. Donc, c'est-à-dire que ça revient? Voilà. D'accord. Un tiers de chronicisation, c'est-à-dire qu'on entre sur un trouble psychotique avec un délire qui sera chronique. Un tiers où on n'a plus de récidive. On est quand même dans 2 risques sur 3 d'une nouvelle survenue d'un délire. Alors, attention, on n'a pas forcément un passage à l'acte, c'est pas ce que je dis. Oui. Moi, je parle bien du meurtrier de mon mari qui est déjà passé à l'acte et qui est déjà venu devant l'école le vendredi, a déjà tenté de passer à l'acte devant l'école, une autre école 1 heure avant, qui a poursuivi mon mari sur plusieurs mètres. Enfin, il a fallu 2 passants pour l'arrêter quand même. Et entre-temps, quand il y a l'heure avant, quand il passe devant une première école, la police est alertée, il y a quelque chose qui est fait, ou personne, juste les gens après s'en sont rappelés en racontant Non, ça c'est vrai que c'est quelque chose qui est dommage. Effectivement, dès qu'il monte dans le véhicule de cette enseignante, il y a un appel qui va être passé par l'école pour prévenir qu'il y a quelqu'un d'inquiétant qui vient de tenter de monter dans la voiture, etc. Et malheureusement, il faudra plus de 20 minutes pour que la police se décide à envoyer une patrouille.
Ce qui du coup va être trop tard. À ce moment-là, avant l'arrivée de la patrouille, il va partir, en fait, il va descendre vers l'école Sévigné et quelques minutes plus tard, il va agresser mon mari. Donc il y aura toujours cette question de oui, s'ils étaient arrivés plus tôt, si la police avait réagi plus vite. En fait, on ne saura jamais quel était son objectif ce jour-là, finalement, parce qu'il a été arrêté par des passants. Mon mari a quand même, c'est dur à dire, mais mon mari a quand même résisté longtemps à l'agression. Il s'est vraiment défendu du mieux qu'il pouvait en protégeant notre fille. On ne saura jamais ce qu'il avait prévu faire. Moi, je ne comprends pas que le fait qu'on tente de passer à l'acte devant 2 écoles, ça n'inquiète personne, en fait. Statistiquement, pourquoi ? J'ai l'impression que je pense que mes avocats et moi, on est les seuls à s'inquiéter de ce sujet. Oui, c'est-à-dire que déjà tenter une fois, c'est beaucoup, mais alors 2 fois, ça, on commence quand même à se dire qu'il y a quelque chose... Statistiquement, je pense qu'il a croisé des tas de gens dans cette journée. Pourquoi il essaye 2 fois dans 2 écoles ? Vous avez écrit une lettre au ministre de la Justice, Gérald Darmanin, la semaine dernière, dans Valeurs Actuelles, qui a été pas mal reprise. Qu'est-ce que vous demandez au ministre par rapport à toutes ces questions que vous vous posez ? Déjà, je vais lui demander d'avoir du courage et de se saisir du sujet parce que je l'interpelle depuis plusieurs années maintenant et on est nombreux à l'interpeller. Vraiment, je parle pour moi, mais j'échange avec plusieurs familles qui sont dans notre situation, victimes, entre guillemets, de l'irresponsabilité pénale. On échange beaucoup, on demande tous à être entendus. On a tous écrit à M. Darmanin, on a partagé une vidéo sur les réseaux sociaux sans réponse. Il n'y a jamais rien eu ? Même pas une lettre d'un préfet, de quelqu'un du ministère ? Alors si, il y a d'autres politiques parfois, oui, qui peuvent, d'autres hommes ou femmes politiques qui répondent, mais de M. Darmanin, jamais. Donc déjà, je vais lui demander qu'il soit courageux et qu'il s'empare de cette question. Et comme je le dis souvent, moi, je demande un débat, en fait. Je demande qu'on se pose tous, qu'on réfléchisse à ce qui peut se faire à l'étranger, ce qui se fait en France, ce qui fonctionne ou non, et qu'on cherche la solution qui soit... La moins mauvaise, voire la meilleure, en fait. Donc, je pense qu'il est temps que quelqu'un se saisisse de ce dossier. À l'heure actuelle, c'est lui qui s'occupe du ministère de la Justice. Je pense que le ministère de la Santé doit aussi s'impliquer, puisqu'on est sur une délégation, en fait, du judiciaire vers le médical. Et aujourd'hui, je pense que la psychiatrie est quand même en grande difficulté en France, que ce soit sur le plan financier, sur le plan humain. On voit des fermetures de lits, etc. Et il est urgent que tout le monde accepte que ça ne fonctionne pas comme la façon dont on fait les choses aujourd'hui ne fonctionne pas. Et moi, je demande un débat. Donc, j'aimerais bien que M. Darmanin nous réponde déjà, enfin, au moins par respect et par politesse, tout simplement, et qu'il accepte de lancer cette vraie question. Et je sais que c'est une question difficile parce qu'on est à la sphère, on est à la limite entre le médical, le judiciaire. J'entends que c'est un sujet qui est difficile, mais peut-être qu'il est quand même temps de le lancer, en fait. Pour vous, pourquoi il refuse de vous répondre ? Pourquoi aucun politique ne s'en empare ? Enfin, je veux dire, aucun politique, en tout cas en exercice, en fonction. Pourquoi ? Honnêtement, pour moi, c'est un mystère. Je ne sais pas. Vraiment, je ne comprends pas, en fait. Il y a une association, l'association Delphine Sandrine, qui travaille sur l'irresponsabilité pénale, qui se bat depuis plus de 20 ans, sans être entendue. Elle va avoir un petit entretien, mais ça n'ira pas plus loin. C'est inentendable qu'on mette autant de temps à être entendu. Alors, j'entends bien que, voilà, encore une fois, c'est un sujet difficile, mais ça suffit, en fait. Vraiment, ça suffit. Et quand on voit des récidives, on peut entendre que c'est trop. Vraiment. Moi, j'alerte, vraiment. J'ai très peur d'une récidive du meurtrier de mon mari. Mais c'est pas moi, je ne suis pas moi qui fais la loi, en fait. Donc, si je ne suis pas entendue par les politiques, si nous ne sommes pas entendus, nous, familles de victimes, par les politiques, je ne vois pas comment on peut avancer. Et pour vous, s'il y avait une chose, vous avez dû quand même y réfléchir, au-delà d'un débat ouvert, vous, si vous participiez à ce débat, vous seriez pourquoi, par exemple, s'il devait y avoir une mesure ou deux que vous auriez aimé, en tout cas, pouvoir avoir pour le drame que vous avez vécu ? Alors, je vais en donner 2, parce qu'une seule, j'en ai beaucoup, donc une seule, vous pouvez même en donner 3 ou 4, si vous voulez. Déjà, le premier point, je pense qu'en cas de sortie, l'éloignement doit être systématique, en fait. Je ne peux pas entendre que le meurtrier de mon mari a le droit de venir à Marseille pour bénéficier... Parce qu'il peut avoir à bénéficier de soins. Nous, si on a besoin de soins, je vous laisse imaginer le traumatisme qu'on a vécu il y a 4 ans et tout ce qui en découle aujourd'hui. Nous aussi, on a besoin d'être accompagnés sur le plan psychologique. Là, concrètement, il a le droit de venir à Marseille parce qu'il peut avoir besoin d'avoir des soins à Marseille. C'est ce qui est écrit dans que tout soit fait pour lui, pour qu'il ait la meilleure vie, en gros, et vous, on s'en fiche. C'est ce qui est écrit dans l'arrêt de la... Enfin, je sais pas comment ça, le jugement, l'arrêt de la chambre d'instruction, pardon. Il n'y a pas d'éloignement hors de Marseille ni hors des Bouches-du-Rhône parce qu'il doit pouvoir bénéficier de soins. 2 hôpitaux. Où il peut être pris en charge, je pense. Et donc déjà, le premier point, c'est que pour moi, l'éloignement doit être vraiment systématique. Le second point, c'est que nous, on voudrait vraiment une vraie procédure. On est plusieurs à le demander, en fait, avec les familles avec qui j'échange. On voudrait une vraie procédure pour qu'on puisse accéder au plus près vraiment de la vérité. Et on est nombreux à le penser. Hein. On peut entendre à la fin qu'on nous dise « il n'est pas apte à une peine de prison classique ». Mais on pourrait quand même
poser l'acte, en fait. Il y a quelque chose de très grave qui s'est passé. Donc, certes, il ne peut pas aller en prison. Pourquoi pas? Il a un trouble. Mais dans ce cas-là, on pourrait réfléchir à des hôpitaux-prisons, par exemple, où il serait pris en charge. C'est pas possible qu'un an plus tard, il puisse être mis dehors uniquement sur la décision des médecins. Ça, je ne peux pas l'entendre. Vous parlez dans votre lettre, il me semble, de perpétuité réelle pour les victimes, alors qu'il y a un peu, en tout cas, un sentiment d'impunité pour les meurtriers, ou pour les criminels en tout cas. Est-ce que pour vous, c'est le cas uniquement dans le cas de l'irresponsabilité pénale, où il y a quand même un peu, on a l'impression d'une justice en tout cas un peu très lente, ou en tout cas presque à deux vitesses en France aujourd'hui, plus généralement, ou pour vous en tout cas, voilà, c'est le cas sur l'irresponsabilité pénale, mais n'allons pas plus loin. Moi, je n'ai pas été confrontée à autre chose que ce dossier, heureusement. Enfin, après, c'est ce que je dis toujours. Je sais qu'une condamnation à de la prison n'aurait pas ramené mon mari. Il aurait peut-être été condamné à 20 ans de prison, ça n'aurait pas ramené mon mari. Et bien sûr que ça, je l'ai en tête. Mais, comment dire, vous voyez, le simple fait que la prise de cannabis ne soit pas prise en compte dans le dossier, pour moi, ça, c'est un excès de tolérance, en fait, finalement. On est sur une substance qui n'est pas légale, qui favorise à bouffer des rentes aiguës, et je ne peux pas entendre que ce ne soit pas pris en compte. Et dans ce sens-là, oui, effectivement, je ne me sens pas accompagnée, et je vois pas en quoi, là, sur ce type de dossier, en tout cas, la justice, elle ne punit pas, et elle n'empêche pas non plus les récidives. En fait, elle ne va pas limiter le risque de récidive, puisque 4 ans après, il est déjà dehors. Est-ce que votre histoire, est-ce que quelque part, vous voulez que ce que vous avez vécu, ce drame, en faire une force, entre guillemets, quelque part, pour en faire un peu un électrochoc pour les Français, quelque chose, un symbole? Pour vous, c'est important? Ça, c'est aussi une manière, peut-être, de donner quelque part du sens à ce que vous avez vécu? En fait, pourquoi je fais tout ça? Je vais être très franche. C'est parce que moi, j'ai vraiment peur qu'il brise une autre famille comme nous. Et vraiment, on a une vie compliquée depuis 4 ans, en fait. C'est... Savoir qu'Alban a vécu ce qu'il a vécu pendant ces longues minutes, c'est insupportable, honnêtement, encore aujourd'hui. Et voir mes enfants grandir seuls leur père, et dans ces conditions-là, avec un papa tué au couteau, j'entends encore mes enfants me parler de la douleur d'un coup de couteau. Vous voyez, c'est insupportable. Et en fait, moi, je ne peux pas entendre qu'on n'ait pas qu'on n'ait pas le principe de précaution, en fait, appliqué sur cette personne, qu'on puisse le faire sortir. Moi, j'ai très peur d'apprendre qu'il a brisé une nouvelle famille. Et comme je vous le dis, moi, le fait qu'il ait tenté de passer à l'acte devant 2 écoles, ça m'interpelle, en fait, quand même, aujourd'hui. Vous voyez, je me dis, qu'est-ce qu'il avait prévu de faire ce jour-là, finalement? Est-ce que si mon mari était mort sur le coup, il attendait la sortie des enfants de l'étude ensuite? On ne saura jamais, en fait. Et ça, pour moi, le principe de précaution n'est pas appliqué là, vraiment. Est-ce que vous recevez, depuis que vous en parlez, et que c'est repris quand même, et que beaucoup de médias, pas tous, mais en parlent en tout cas, et s'approprient aussi cette affaire pour faire passer votre message. Est-ce que vous recevez des mots, des choses, des Français, je veux dire, de gens peut-être que vous connaissez pas, sur les réseaux sociaux, j'en sais rien, des proches, des moins proches? Est-ce que les gens vous témoignent du soutien? Alors, déjà, j'ai eu beaucoup de... Suite à cette nouvelle, tous nos proches ont été vraiment touchés et sont tristes pour nous et en colère aussi, est ce qu'on peut entendre. Et alors moi, je regarde assez peu les commentaires sur les réseaux sociaux, je me protège aussi. Vous avez raison. Voilà, mais je sais que mes avocats s'en occupent et je crois qu'on a quand même, il y a quand même beaucoup de gens qui pensent qu'effectivement les choses doivent changer quant à cette question. Je pense qu'il y a très peu de gens qui peuvent entendre qu'on sorte au bout de 4 ans, quoi. Est-ce que vous espérez éventuellement, on est à 1 an des présidentielles, que aussi peut-être ce soit l'occasion que enfin des politiques en parlent, quoi. Alors que ce soit de gauche, de droite, mais que quelqu'un en tout cas commence à se dire bon, là il y a quelque chose, parce que bon, Darmanin, ceux qui sont au pouvoir parfois essaient de pas trop parler des sujets qui fâchent, notamment à 1 an des élections. Est-ce que c'est peut-être l'occasion aussi que est-ce que vous avez peut-être écrit à des politiques aussi? Est-ce qu'il y a des politiques qui vont dans des équipes qui pourraient se présenter, ou des gens en fonction dans d'autres endroits qui vous parlent, qui eux s'intéressent à votre histoire? En tout cas, moi, je n'ai pas choisi le calendrier. Hein. La libération, elle a été actée par les... Non, on vous a plutôt fait subir le calendrier. Elle a été choisie par les psychiatres et validée et la décision a été validée ensuite par le préfet. Je trouve que ce serait dommage de devoir attendre les élections, un intérêt électoral, en fait, pour se saisir du sujet. Mais oui, c'est sûr que je me dis, peut-être que là, quelqu'un va réagir et faire en sorte que... la place des victimes dans la justice, et je crois qu'on peut parler dans la justice au sens large, hein, il y a beaucoup dans d'autres situations où il y a des familles de victimes qui disent que c'est difficile, mais je pense que oui, j'entends souvent la justice n'est pas là pour réparer les victimes, mais c'est quand même un problème en fait, je pense. Comment vous pouvez
enfin, comment vous comprenez cette phrase qui est quand même hyper violente quand on y pense? Enfin, on a l'impression que la justice n'est pas là pour les victimes, elle est là pour qui alors? Ça, honnêtement, je la trouve incompréhensible. Et comme je dis, quand je parle de perpétuité, pour nous, c'est vrai. En fait, nous, on a été condamnés à vivre avec le traumatisme de la mort d'Alban, le deuil, la douleur de savoir tout ce qu'il a vécu. Et nous, on est condamnés. Alors, il y a des choses qui sont mises en place. Je vous dis, maintenant, on peut passer devant la chambre de l'instruction. Moi, j'ai été reçue par la juge d'instruction. Mais au final, tout est fait pour que lui puisse être réinséré dans la société. C'est vrai que... Il y a beaucoup de droits pour lui et nous, on se sent peut-être un peu moins considérés. Et est-ce que, il n'y a rien eu au niveau pénal, mais est-ce qu'au moins au niveau civil, vous avez quelque chose? Il y a quand même un préjudice, il y a quelque chose qui a été mis en place quand même par la justice? Il y a une procédure de dommages et intérêts, effectivement, par rapport au décès d'Alban. C'est géré par la CIVI, en fait. D'accord, donc c'est vraiment le minimum, entre guillemets, vous avez eu le droit. Enfin, il n'y a pas de... Non, c'est fait, mais par contre, ce n'est pas lui qui va payer les dommages et intérêts. D'accord, donc en plus, c'est l'État qui va prendre en charge, en gros... oui. C'est le fonds d'indemnisation, ça il faudrait vérifier, mais je crois que c'est le fonds d'indemnisation des garanties. D'accord, donc pour lui, en fait, la condamnation est vraiment zéro, quoi. Enfin, il a des soins médicaux qu'il aurait dû avoir depuis très longtemps, semble-t-il, et point. Là, il est en hôpital de jour et je vous dis, ça s'est amené à s'alléger au fur et à mesure. Oui, parce que là, on parle d'hôpital de jour, il doit revenir, il revient chez lui le soir, il revient la journée. Mais dans un an, potentiellement, il doit passer 1 heure par semaine chez le psy et c'est fini. Mais vous savez, quand j'avais alerté l'année dernière, après la décision d'irresponsabilité pénale, j'avais alerté. Et déjà en 2023, j'avais dit attention, s'il est déclaré irresponsable sur le plan pénal, il peut être dehors dans 2 ou 3 ans. À l'époque, on m'avait dit, mais n'importe quoi, tu verras, en fait, il fera toute sa vie en psychiatrie, c'est affreux, on n'arrive pas à sortir quand on est enfermé comme ça en psychiatrie, il fera peut-être toute sa vie en UMD, donc unité malade difficile. Et j'avais dit, on verra, mais malheureusement, vous voyez, j'avais raison. Je vous avoue que moi, j'ai découvert ça, en fait, en me renseignant de manière plus approfondie avant de vous recevoir. C'est vrai qu'avant, je pensais, peut-être naïvement, que parfois, c'était presque mieux quand la personne était déclarée irresponsable, parce que du coup, il n'y a pas de jugement, mais il va forcément en psychiatrie potentiellement pour au moins 30 ans. En fait, non, pas du tout. Au final, quand on a une maladie qui fait qu'on tue quelqu'un, on peut se dire que normalement, il y a quand même quelque chose qui est mis en place de manière extrêmement radicale. On pense même à des films, à l'imaginaire collectif. En réalité, non. C'est traité comme une maladie normale, en fait. En fait, il est hospitalisé et régulièrement, les psychiatres qui le prennent en charge vont évaluer sa stabilité finalement. Et donc là, c'est qu'ils ont considéré qu'il était stable. Ce qui me surprend toujours parce qu'ils vont considérer qu'il est stable en étant hospitalisé. Et là encore, je reviens sur la question des toxiques. En fait, il n'habite pas très loin de Marseille. C'est assez facile de pouvoir se procurer du cannabis. Et ça... Comment on peut évaluer sa dangerosité une fois qu'il potentiellement il sera réexposé aux toxiques? Et puis de toute manière, je parle bien de ce monsieur qui est déjà passé à l'acte, qui a déjà tué quelqu'un. On est sur une pathologie qui est instable par essence, qui est sujette aux rechutes, qui est sujette à la rupture de traitement. Donc c'est quand même quelque chose à avoir en tête. Je ne sais pas... je ne sais pas exactement sur quoi se basent les médecins. Je pense qu'ils ont considéré qu'à l'instant T, il était... stabilisé. Vous qui avez une formation médicale, vous en parliez tout à l'heure sur ce que vous aviez étudié justement sur les risques de la bouffée délirante aiguë, et le lien avec quand même les substances qu'on peut prendre. Est-ce que pour vous, aujourd'hui, on a l'impression qu'en France, et vous en parliez, la psychiatrie, c'est un peu la catastrophe, c'est un peu le dernier endroit où on investit, qu'il y a une hausse en parallèle du nombre de cas de gens atteints graves et qui font soit des actes violents, soit en tout cas qui se mettent en danger eux-mêmes. Est-ce qu'il y a quand même un lien aussi avec la hausse du nombre de consommations en fait, de substances illicites? Est-ce qu'on peut y voir en tout cas un problème aussi de l'État qui n'arrive pas à endiguer le narcotrafic? Et derrière, évidemment, du coup, des gens qui en consomment de plus en plus. Et ça a en fait, contrairement à ce que peuvent dire certaines personnes, un impact réel sur la santé et en tout cas le cerveau. De toute manière, effectivement, moi, je ne peux pas vous donner de statistiques. En plus, je n'exerce plus la médecine aujourd'hui. Mais je voudrais surtout répondre que, vous voyez, moi, vraiment, j'insiste. Le fait que sa prise de cannabis ne soit pas sanctionnée ensuite, on est quand même sur une substance qui est illicite. Je veux dire, à quel moment on a consommé une substance illicite, on tue quelqu'un, et en fait, on est condamné sur rien du tout. Vous voyez même pas sur la consommation de cannabis? Non. D'accord, parce que je pensais quand même qu'il y avait eu quelque chose là-dessus. D'accord, donc ça c'est juste ok, il a fait ça, bon c'est pas grave. Voilà. Ça, on peut pas l'entendre. Enfin, je veux dire. Après, est-ce qu'il y a un impact sociétal? Là, j'avoue, il faut demander aux spécialistes qui s'en occupent.
En tout cas, moi, je suis très vigilante sur la question de la légalisation du cannabis, je vais pas mentir. Je fais très attention. Oui, vous comprenez qu'aujourd'hui, quand on voit le cas de ce que vous avez vécu, qui est lié quand même au cannabis d'une manière ou d'une autre, hein, en tout cas, ça a accentué ce qu'il avait déjà. Vous comprenez, par exemple, certains politiques qui, aujourd'hui, parlent de légalisation, que ce serait la super solution, et qu'en fait, si on encadre un peu, ça va très bien, c'est sympathique. Non, pas du tout, moi j'arrive pas à le comprendre. Et d'ailleurs, c'est un point sur lequel vraiment j'insiste, hein, je suis très vigilante, parce qu'on le sait quand même, il y a un lien entre cannabis et comment dire, bouffée délirante aiguë, même trouble, exacerbation, quoi, voilà. Donc non, moi je suis très vigilante, et pour en discuter, alors je citerai personne, hein, mais pour en discuter quand même avec des gens qui sont impliqués, ils ont aussi du mal à comprendre. Donc je dois pas être la seule à pas comprendre comment c'est possible qu'on se pose cette question. Merci beaucoup pour tout ce que vous nous livrez. Moi, j'aurais peut-être une dernière question qui peut paraître un peu bête, mais malgré tout ça, comment vous allez en fait au quotidien? Alors, hors du mois de mai, qui est du coup un mois très particulier, est-ce que peu à peu, vous reprenez quand même le contrôle de votre vie, entre guillemets? Et j'ai repris le travail, j'ai repris le travail assez vite. Après la mort de mon mari, je m'occupe de mes 3 enfants. Vraiment, c'est les dernières choses que j'ai dites à mon mari, c'est je te promets que les enfants seront heureux quand même. Et ça reste mon chemin. Et on essaie d'avoir une vie normale, de s'amuser, de rire, c'est important. Mais c'est vrai que vous voyez, on n'est pas aidé par ce type d'annonce qui nous fait repartir un petit peu en arrière. Donc c'est sûr que là, tous les 4, on est ébranlés par ce qu'on vient d'apprendre. Et ça va nous demander encore des efforts pour reprendre un chemin un peu plus facile dans nos vies. Très fort que vous ayez pu justement quand même lui faire cette promesse qui continue à vivre à travers eux aussi, et à travers tout l'amour que vous vous donnez tous les 4. En tout cas, au nom de toute la rédaction, on est de tout cœur avec vous et dans votre souffrance. Et en tout cas, on vous envoie toutes nos prières ou tout ce qu'on peut vous donner. Merci beaucoup pour votre prise de parole. Merci pour le courage de votre message. Et je vous souhaite énormément de courage, de force pour la suite et de continuer dans cette épreuve. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.